Bonjour à tous. Et je vais sensiblement dire des choses, bien évidemment, en relation avec ce qui a été dit. D'abord, revenir sur cette question être humain et en quoi c'est une question qui me semble être une question résolument de la Renaissance et du temps moderne. Et on a vu avec Pic, et je vais y revenir, par rapport à une question plus antique. Et puis après, essayer de tenter de définir qu'est-ce qu'être humain. Et j'ai pris quatre grands invariants qui viennent structurer l'humain, que ce soit le réel de la finitude, de la mort, le réel de l'autre, la question de la responsabilité, la question aussi de l'entrée dans le monde, la création du monde commun avec Arendt, et puis un dernier point de déconstruction, on va dire. Alors, la question, effectivement, cette question être humain, c'est la question de la Renaissance, au sens où, on l'a dit, le connais-toi toi-même, le fronton delphique, c'est vrai qu'on l'entend aujourd'hui comme quelque chose qui nous renvoie à notre intimité, à notre soi, au sens d'individualité, d'individuation. C'était pas ça, c'est-à-dire que la question chez les Grecs, le souci de soi, qui est une vraie question, la sculpture de soi, c'est précisément vécu de façon analogique avec la cité et avec le cosmos. Et c'est une même itinérance, c'était des cercles comme ça qui s'imbriquent. Et l'enjeu n'est pas de savoir qu'est-ce qu'est l'humain, c'est une non-question. La question antique, c'est la question de la vérité, c'est la question de précisément ces agencements comme ça analogiques. Donc ce qui va venir casser ça et qui va faire que tout d'un coup la question de l'humain est une question, et en plus ça va venir fonder une philosophie, en l'occurrence l'humanisme, c'est la question des Renaissants. C'est effectivement ce grand texte magnifique du XVe siècle avec Pic de la Mirandole, où Pic fait effectivement parler Dieu. Et il le fait d'ailleurs dire deux choses. Une première chose où Dieu a construit, a fabriqué tout. Et puis tout d'un coup, il se dit, mais mon Dieu, qui pourra admirer mon œuvre? Et il va donc créer l'humain. L'humain est précisément celui qui admire l'œuvre de Dieu et sans, bien évidemment, lequel l'œuvre de Dieu est inexistante. Et donc, ce sera absolument déterminant de comprendre que le regard de l'homme fait les choses. Bon. Et puis, bien évidemment, la deuxième chose qui est de lui dire, toi qui n'as pas de nature, en fait, ta nature sera de te définir toi-même. Et donc, précisément, et c'est ce que Malabou a appelé la plasticité, etc., c'est-à-dire de poser comme enjeu dorénavant de la philosophie de se constituer, comme dirait Bergson, créateur de soi par soi. Et là, on a une sculpture de soi, mais où tout d'un coup, il ne s'agit plus de se vivre en correspondance ou en analogie avec le monde qui nous entoure et avec l'univers qui nous entoure, mais de se séparer d'une certaine manière. Ce grand destin de la séparation et de la liberté comme séparation, c'est la question humaniste, et donc de devoir créer un certain type de référentiel pour voir comment cet humain va tenir. C'est la question de Montaigne au XVIe siècle, faire bien l'homme et dûment. Voilà, c'est ça qui dorénavant va constituer toute une philosophie, toute la question de la liberté. Et en cela, c'est véritablement la question des modernes. Alors, moi, de fait, l'humain se constitue par le fait d'affronter le réel de la mort, la question de la finitude, bien sûr, sa propre finitude, mais c'est là où on fait peut-être la différence entre être un humain et être un humaniste, c'est-à-dire faire en sorte que précisément cette humanité devienne une valeur, devienne une philosophie, c'est que l'humain traverse la question de la finitude, l'humaniste traverse la question de la sublimation de la finitude, de la sublimation de la pulsion de mort, et c'est pas tout à fait la même. Et l'humaniste va traverser cette question du ressentiment, c'est-à-dire d'aller au-delà du ressentiment. Et ce qui me paraît être une des questions majeures pour précisément affronter qu'est-ce qu'être un humain.
être un humain, c'est faire face à cette finitude et faire en sorte que cette finitude, alors qu'elle a raison de nous de manière biologique, elle n'aura pas raison de nous au niveau symbolique. Et c'est ça où on a ce passage entre être humain, simplement homme, et puis être humain au sens d'humaniste, parce que tout d'un coup, on fait ce passage de symbolisation. Et donc, on a là, je pense, quelque chose d'important pour venir définir ce qu'est l'humain. Le deuxième grand point, c'est la question de l'autre. C'est-à-dire, et là, c'est l'humanisme de l'autre homme, pour citer Lévinas, c'est-à-dire que l'humain découvre précisément que ce qui le précède, ce qui précède son ontologie, en fait, le fait d'être sujet d'une certaine manière n'est que second, et ce qui le précède, c'est l'éthique, c'est la question de l'autre, et c'est dans l'humanisme de l'autre homme, et Lévinas va dire, voilà, l'humain, c'est ce qui est étranger à soi, c'est ce qui est obsédé par les autres, inquiet. Hein. Le moi est otage dans sa récurrence même d'un moi, ne cessant de faillir à soi, non-essence de l'homme, et il cite d'ailleurs dans ce texte à un moment donné Blanchot qui dit l'homme passe, voilà, l'homme passe, au sens où il a, on va dire, toujours été approprié à sa propre disparition. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut penser l'homme à partir de sa condition d'otage. Je ne peux pas me dérober à la responsabilité. Hein. Moi, j'avais parlé d'irremplaçabilité dans la suite de Jean Kelevitch, mais ça veut dire l'homme, il est cet être qui est constitué par cette éthique, qui est précédé, qui voit son ontologie précédée par l'éthique, par cette responsabilité. Et donc, bien évidemment, on comprend tout de suite que la question, par exemple, chez Arendt, de la banalité du mal. Qu'est-ce que c'est la banalité du mal? C'est précisément faire en sorte que l'humain meure comme sujet, au sens où il n'est plus sujet, il n'est plus irremplaçable, il considère que cette chose qu'il faut faire, ce n'est pas spécialement à moi de la faire, d'autres peuvent se saisir de ça, et donc précisément, il est peut-être homme à ce moment-là, mais il n'est certainement pas humain au sens de porter cet humanisme. Donc la question de la responsabilité, elle est bien évidemment constitutive de la question de l'humain au sens d'humanité, d'humanisme. Le troisième grand moment, et qui est lié à cela, mais qui est une autre façon de le dire, c'est Arendt, c'est la condition de l'homme moderne, et c'est ce que Arendt va poser dans le terme de l'édification du monde commun. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'être humain? C'est celui qui va venir édifier un monde commun. Alors, on a, avec Aristote, parlé effectivement de cet animal politique, mais là encore, ou tout à l'heure, ce qui a été dit avec Christian sur le fait que Auguste Comte, avec cette communauté de tous ceux qui nous ont précédés, et avec Jonas, la question de ceux qui vont nous suivre et qui font partie de la communauté humaine, parce que c'est vrai que la communauté humaine, elle renvoie toujours à cette question de ceux qui sont morts et de ceux qui sont vivants. Mais Arendt dit, voilà, la constitution de ceux qui nous accueillent à notre naissance, ce que nous laissons derrière nous en mourant. L'homme transcende notre vie aussi bien dans le passé que dans l'avenir. Il était là avant nous, ce monde commun, il survivra au bref séjour que nous y faisons. Il est ce que nous avons en commun, non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec tous ceux qui sont passés et avec ceux qui viendront après nous. Et donc, en gros, qu'est-ce que l'homme? C'est celui qui se rattache à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui vont nous suivre par la question de l'œuvre, ce qu'elle appelle, elle, la vita activa, hein, cette manière d'entrer au monde. On pourrait, en termes lévinassiens, parler de responsabilité, parce que c'est quand même la même chose, c'est la question éthique, le fait que l'éthique vient constituer notre ontologie. Mais là, c'est dit différemment, au sens où
l'œuvre, c'est bien sûr la question politique, c'est la question de la sublimation si on va plutôt du côté de la psychanalyse, mais c'est surtout, encore une fois, la question de venir transcender notre mortalité pour faire quelque chose qui tient, encore une fois, qui tient malgré notre défaillance première. Bon. Donc ça, c'est les trois moments. Et puis, l'homme, c'est bien évidemment ce qui va déconstruire tout ça. Alors j'aurais pu choisir Derrida avec son grand concept de déconstruction, mais, ou Nietzsche, avec le fait que Nietzsche est un auteur qui est venu précisément montrer à quel point à un moment donné, penser la métaphysique, c'était précisément venir déconstruire toutes les catégories les plus fondamentales qui avaient constitué l'homme et son humanisme, et que c'était aussi ça, être humain. Mais j'ai choisi Lewis Carroll, donc autre chose. Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles, tout simplement parce que ça me semble être voilà, les vieilles règles aussi du jeu avec le J-E-U. Et d'abord parce que ça nous rappelle ces grandes leçons du simulacre. On les trouve chez Platon. Alors je cite comme ça Lewis Carroll, qui un des grands enjeux dans Alice, c'est d'apprendre les règles du jeu pour choisir ce qu'on veut dire sans perdre la tête. Et je pense que c'est à entendre sur tous les niveaux, sans perdre la tête, c'est-à-dire sans faire l'épreuve de sa propre folie. Donc, et la question de l'humain est toujours à travailler avec sa propre folie et l'étrangeté qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même et des autres, et puis sans se faire couper la tête au sens de l'état de droit, c'est-à-dire dans la société dans laquelle on est. Et Dieu sait si là aussi, la question de l'humain, c'est aussi de se bagarrer pour que se maintienne un espace où il est possible d'articuler ensemble la question de la liberté et puis la question de la vérité. C'est-à-dire tenter de dire ce que Foucault a appelé le courage de la vérité, le dire parésiastique. Bon. Donc, et puis c'est ce que dit la chenille à Alice en lui disant tout d'un coup, parce que Alice grandit, je ne sais plus si vous vous souvenez, parce qu'elle a mangé je ne sais plus quoi, des bouts de champignons, donc elle est petite, elle est grande, etc. Et la chenille lui dit à un moment donné de réciter quelque chose. Alice essaye de réciter comme elle peut une parole, et puis elle lui dit oh, ça c'est faux du début jusqu'à la fin, tout ce que tu racontes est faux. Et donc c'est bien évidemment la question du langage et du rapport au vrai, et Dieu sait si aujourd'hui c'est constitutif. Donc l'homme, c'est aussi à un moment donné ce qui est constitué par le langage, c'est ce qui est constitué par une tentative de dire le vrai. Et bien évidemment, c'est ce qui va venir déconstruire ça, déconstruire la réalité, déconstruire la vérité, déconstruire l'éthique, déconstruire encore une fois la finitude, etc., etc., et faire face à ça. Et puis c'est une dernière parole également de la chenille à Alice quand elle lui dit, écoute, tout ça, là, toutes ces déconstructions et tout ce non-sens. Camus dirait voilà, le grand chemin pour l'humanisme, c'est d'affronter l'absurde. C'est encore une autre manière de... C'est pas simplement la question du mal, c'est la question de l'absurde. Et elle lui dit, écoute, tu t'y habitueras à la longue. Donc, c'est là encore, pour moi, tu t'y habitueras à la longue, c'est comment, face à cet absurde, comment cet absurde, il est aussi sublimé et il ne nous emmène pas vers un ressentiment, mais il ne nous emmène pas non plus vers un déni de l'absurde. Et ce qui est, je dirais, un chemin tout de même un peu difficile à attraper, mais voilà, qui est, comment dire, le nôtre. Alors, dernier point, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces questions, et ça a été aussi évoqué avec Christian, elles sont travaillées parce que la question aujourd'hui de l'exceptionnalité de l'homme, alors je crois qu'elle reste posée du côté précisément de l'éthique. Je pense que s'il y a une question où l'homme est différent,
des animaux, par exemple, c'est la question de l'éthique. C'est-à-dire qu'en dernière instance, de toute façon, l'homme est responsable, là où les animaux ne se sentent pas responsables. En revanche, il n'est pas du tout certain que l'homme soit différencié par sa seule conscience. Si vous regardez aujourd'hui la déclaration de Cambridge 2012, qui a été signée par comment dire, les grands spécialistes à la fois des sciences cognitives, des neurosciences, les neurologues, etc., etc. Qu'est-ce que dit cette déclaration de Cambridge? Elle dit que l'homme ne détient pas les substrats neurologiques de la conscience et que la conscience, elle est en partage avec les dauphins, les oiseaux, les perroquets, les éléphants, etc., etc. Preuve à l'appui, neurologie à l'appui. Bon. Et donc, tout d'un coup, ce qui avait été, je dirais, dans toute notre histoire d'humanisme absolument indissociable de nous, la conscience, bah, de fait, non. Nous ne sommes pas simplement, voilà, notre exceptionnalité ne se situe pas dans la conscience. En revanche, notre exceptionnalité se situe peut-être du côté de ce qui a été posé par Lévinas, c'est-à-dire d'être celui qui vient définir le cercle de l'empathie, hein, le cercle de l'éthique, et qui fait en sorte que vient pénétrer dans ce cercle de l'éthique de plus en plus des entités qui étaient jusqu'à présent laissées de côté, et notamment du côté des animaux. Donc ça, c'est aujourd'hui un point important. Et puis en revanche, si vous allez sur un autre terrain transhumaniste, ça sera sans doute développé davantage dans les autres leçons. Là, on a quelque chose qui est d'une définition autre de l'humain, résolument différente. Alors que très souvent, les transhumanistes cherchent à banaliser d'une certaine manière la différence qu'ils posent avec l'humain en nous faisant comprendre que tiens, mais l'éducation depuis toujours d'une certaine manière est transhumaniste puisque l'éducation c'est ce qui fabrique l'homme. Et la science est transhumaniste par essence, parce que précisément, il s'agit de dépasser à chaque fois les limites, etc. etc. Bon, pas tout à fait ça, puisque si nous revenons à la définition qui a été posée ici ce soir de l'homme, c'est tout de même la question de la finitude et la question de la sublimation de la finitude. Sous-entendu, le fait que nous dépassons la finitude, non pas par son déni, mais encore une fois, par sa symbolisation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, on voit très bien que, par exemple, quand Pick dit « tu te définiras toi-même », il en appelle à la définition de la forme. Les transhumanistes en appellent à la matière, au fait que dorénavant, il y a un phénomène de désymbolisation, c'est-à-dire qu'on ne confie plus au symbolisme le soin de dépasser la finitude. Non. On se dit, la technique, grande entreprise, la technique va être précisément cet outil de désymbolisation et la technique va nous permettre de dépasser les limites de l'homme. Et quand vous lisez le manifeste, je vous invite à lire le manifeste des transhumanistes, le manifeste est très simple, il pose que la limite n'est pas structurelle de l'homme. Or, l'humanisme ne dit pas ça. L'humanisme dit la limite est structurelle de l'homme, en revanche, l'homme sans cesse réévalue et repense cette limite. Mais il y a toujours une limite. Et il pose que même cette limite est constitutive de tout. C'est-à-dire l'homme est constitué par, c'est le connais-toi toi-même, par le fait qu'il est capable de se rendre compte qu'il est manquant. Et qu'il y a un incurable du manque et que ce manque peut être lié à une certaine forme de dignité et voire même est constitutif de sa dignité. Et c'est ce qui lui permettra sans doute de ne pas venir dévorer l'autre, de dévorer le monde et d'être dans une folie de toute puissance. Le transhumanisme pose à la différence que la limite n'est pas structurelle de l'homme. La limite ne raconte rien de l'humain. Et ça, c'est sans doute une vraie différence entre l'idéologie transhumaniste et puis l'humanisme tel que nous le pensons aujourd'hui. Et puis, deuxième point qu'il pose, et qui est dans ce sens-là, c'est donc à ce moment-là d'aller dans la sphère du droit et de dire, ben voilà, il y a un nouveau droit de l'homme, et ce droit, c'est précisément
d'être augmenté. Et donc de poser la question de l'augmentation comme un droit et pas simplement comme quelque chose qui serait superfétatoire, mais quelque chose qui serait pour venir parachever, encore une fois, je reprends ce terme parce que c'est le terme de Pic de la Mirandole, 15e siècle. Pic dit à l'homme, Dieu dit à l'homme, tu es celui qui te parachèvera toi-même, tu parachèveras ta propre forme. Et là encore, les transhumanistes parodient et falsifient cela en disant non, tu vas venir parachever ta propre matière au sens où tu vas définitivement ne plus te constituer par rapport à une limite. Voilà quelques éléments aussi en résonance pour définir ce qu'est l'humain.